bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce 10e épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fait vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne Opposée. Au sommaire de l'émission qui est tellement forte qu'elle fait même bafouiller Gilbert Bribois, c'est vous dire, nous reviendrons sur le Mexique-Corée du Sud de ce samedi avec un Diego Tonatiuh Calmar Kiri et un Baptiste Mourigal au bord du Rage Quit. A défaut d'inside ou d'histoire du jour, je vous proposerai un édito du jour dans lequel je vous inviterai à embrasser l'intérêt pour notre sport de ceux qui ne s'y intéressent qu'une fois tous les 4 ans. Enfin, nous ferons le point d'avant-match du Japon, de nouveau avec Baptiste, du Sénégal avec Pierre-Marie Gosselin et du Panama avec Nicolas Cougo. 2 matchs, 2 victoires, 6 points, le Mexique est en bonne voie pour se qualifier pour un énième 8e de finale. Diego Tonatiuh Calmar nous rejoint pour débriefer la victoire d'El Tri 2-1 sur la Corée du Sud. Hola Diego, ¿qué onda? Et onda, ça va? Ça va très bien et toi? Bah écoute, plutôt bien. Tout n'a pas été parfait, mais plutôt bien quand même. Ah la victoire est quand même là, j'ai envie de dire, aïe 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 aïe, canta y no llores, amigo. Porque Oui, cantando se alegran, cielito lindo. ça. Bah oui, il y a les 3 points, ça fait 2 victoires d'affilée, donc forcément quand tu regardes le groupe avant, voilà, comme on pouvait pas forcément rêver d'une victoire face à l'Allemagne, forcément de se dire qu'on a 2 victoires, bah, c'est forcément une satisfaction. Après, c'est tellement perfectible en fait, et il y a tellement de choses où on se dit putain, mais ça pourrait être mieux. Donc d'un côté c'est rageant, mais d'un autre côté on peut se dire que l'équipe peut faire mieux et que finalement 6 points avec ce qu'ils ont fait, c'est pas si mal finalement. Il y avait peut-être, c'est pas si mal, mais il y avait peut-être mieux à faire, tu m'as dit, en termes d'efficacité. Tu penses que le score aurait dû être plus sévère si le Brésil s'était montré plus lucide, plus réaliste devant? Oui, si le Mexique s'était montré plus réaliste. Le Mexique. Ça dit le Brésil. Je pense que tu Pardon, t'es. le Mexique, lapsus révélateur. Je trouve que t'as beaucoup de gâchis. Alors Chicharito, il marque son but pareil comme face à l'Allemagne, sur une attaque rapide. Mais combien de fois il fait les mauvais choix? Lozano fait pas un bon match. Il fait vraiment pas un bon match. Il y a une autre occasion où Chicharito frappe des 30 mètres alors qu'il peut décaler sur la droite. Layoun, il y a pas mal de gâchis. Et finalement, le Mexique n'est pas qualifié, il faut le rappeler. Il n'est pas encore qualifié. Donc voilà, ce but à la fin de Son, cette victoire finalement de seulement un but, c'est quand même dommage, quoi. On aurait pu être beaucoup plus tranquille. Alors, les joueurs ont quand même géré le match dans l'ensemble. Ils ont beaucoup fait tourner. Je ne pense pas qu'ils se soient énormément fatigués, ce qui est déjà positif. Mais voilà, c'est mon côté un peu perfectionniste qui me fait dire ça. Et tu as bien raison. Un autre perfectionniste, j'en connais un autre qui s'appelle Osorio. Et cette victoire est un nouveau crédit à son égard, après avoir été, on le sait, très très critiqué avant la Coupe du Monde au pays. Actuellement, comment les nombreux contradicteurs de l'entraîneur Osorio gèrent ce très bon parcours du Mexique? Ah, mais tout le monde est content, mais c'est vrai que il y a un peu une espèce de chasse aux anti-Osorio qui étaient nombreux, mais ils étaient nombreux surtout parmi, je pense, d'anciens joueurs, beaucoup parmi d'anciens ou alors des chroniqueurs, des journalistes, très souvent pour des raisons, je pense, nous on dirait ça malinchistas, tu vois, c'est une façon on n'aime pas trop que l'étranger vienne nous donner la leçon, tu vois. Donc je pense que beaucoup n'aimaient pas le fait que ce soit un Colombien qui soit à la tête du Mexique. C'est surtout le match contre l'Allemagne finalement qui a été une victoire pour Osorio, qui est une véritable victoire tactique. Là finalement cette victoire, voilà, je pense qu'elle est surtout du fait de la supériorité technique, individuelle et collective du Mexique. Mais oui, je peux te dire que là, les réactions au Mexique sont avant tout de la joie évidemment, mais je peux te dire que sur Twitter, il y a pas mal de messages sur alors
où sont-ils les anti-Osorio? Et voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est souvent comme ça. c'est un peu tendu, hein, finalement. C'est ça, c'est marrant, hein. Le Mexique fait un mondial très bon, mais l'ambiance est évidemment à la fête. Mais finalement, au niveau des analyses, normalement, Osorio est censé partir à la fin du mondial. Est-ce que la fédération va se retourner et va lui proposer quelque chose? Je n'en sais rien. Si j'étais Osorio, voilà, je dirais non. Peut-être par fierté. Par fierté, tu pourrais partir. Après, il s'entend tellement bien avec les joueurs. Les joueurs l'adorent. J'ai jamais vu une cohésion aussi belle entre des joueurs et un coach au Mexique. Même lorsque c'était des coachs mexicains. C'est vrai que depuis qu'il est là, et malgré les mauvais résultats en Coupe des Confédérations, etc., il a comment dire, il n'y a jamais eu d'histoire extra sportive ou des bruits de vestiaire concernant un joueur mexicain et Osorio. Hein. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a l'air d'avoir une très grosse cohésion. Puis finalement, on parle de mauvais résultats. Oui, évidemment, il y a eu ces roustes énormes face au Chili et à l'Allemagne lors de la Coupe des Confédérations. Ça fait tâche quand même. Mais ça fait tâche. Mais ce qui est bien, c'est que la fédération, quand même, l'a maintenu et a décidé d'aller au bout de son contrat. Donc, c'est pas la fédération, finalement, qui était aussi dithyrambique envers lui. On verra ce qui va se passer. Pour le moment, rien n'est fini. Hein. Rien n'est fait. Très bien. Et oui, rien n'est fait. Et en plus, il reste un match. Juste, on dépasse un petit peu sur le temps. Je voulais rapidement que tu nous réexpliques le terme Cruz Azulear et pourquoi on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de Mexicains qui font vêtir à leurs futurs adversaires, des Coréens, donc la prochaine fois ce sera des Suédois, un maillot du club de Cruz Azul. Oui, il y a eu même un Mexicain qui a confectionné un maillot moitié Allemagne, moitié Cruz Azul avant le match de l'Allemagne et qui l'a montré. Ça a fait le tour des réseaux sociaux et le tour du pays. Le Cruz Azul, c'est une équipe de Mexico qui est quand même considérée comme une équipe historique et qui dernièrement, sur les 20 dernières années, a beaucoup perdu, souvent pour des raisons soit bêtes, soit à la fin du match, soit en se sabordant complètement. Donc voilà, il y a ce terme de Cruz Azulear qui veut, on va dire, si on devait mettre une définition, Cruz Azulear, c'est tout rater et perdre de manière rocambolesque ou ridicule. Voilà. Alors qu'on avait toutes les cartes en main. Alors qu'on avait toutes les cartes en main. Donc ça va d'une finale perdue sur une remontada et un but d'un gardien adverse sur corner. Ça va d'un classico. Voilà, contre l'Américain en 2013. Ça va d'un classico que tu mènes 3-0 à la mi-temps, encore une fois face à l'Américain, que tu finis par perdre 4-3. Du coup, c'est un peu un porte-malheur. Voilà, c'est un running gag et ce serait porter malheur. Donc, du coup, on a vu des Mexicains faire porter le maillot de Cruz Azul aux Coréens, probablement leur faisant croire que c'est quelque chose de positif, hein, voilà, ou quelque chose de drôle. Et je suis sûr qu'on va voir des Suédois vêtus du maillot Cruz Azul. Et maintenant, dès qu'on voit un Mexicain avec un maillot de Cruz Azul lors d'un match de la sélection ou alors un drapeau, tu sais souvent ce qu'ils font les Mexicains qui se portent un club, ils viennent avec un drapeau du Mexique, mais en lieu et place de l'aigle sur le cactus au milieu du drapeau, hein, qui est le symbole national, chacun met le logo de son propre club parfois. On a vu ça ce soir avec le logo des Pumas. Et ben souvent, on essaie d'enlever ce genre de drapeau du stade parce que ça porte malheur. Et oui, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on a vu au plein milieu des supporters argentins, un mec avec le maillot de Cruz Azul. C'était génial, c'était drôle. Contre la Croatie, personnellement, au moment où je l'ai vu passer à l'écran, je me suis dit, oh mon Dieu. C'était au 2-0, il y avait 2-0 à ce moment-là, et là, toutes les analyses technico-tactiques sont parties à volo. On avait la raison pour laquelle l'Argentine avait perdu le match. On est sur la magie, on est sur le sortilège, on savait que c'était mort. Merci Diego, là on a largement dépassé notre temps habituel, mais il fallait bien expliquer cela. Écoute, je te dis merci beaucoup et on se retrouve pour le prochain match du Mexique. Face à la Suède, salut. Une belle opération pour les Mexicains, mais une bien mauvaise pour la Corée du Sud, qui devra faire des miracles lors du dernier match pour se qualifier. On accueille Baptiste Morigal, qui n'est pas content du tout. Bonjour Baptiste, je te demande pas vraiment comment tu vas, je pense que je le pressens, mais si quand même, comment vas-tu toi en soi personnellement? Alors s'il n'y a pas de Coupe du Monde, ça va bien, tu vois. Il y a pas de Coupe du Monde, ça va. S'il y a une Coupe du Monde, ça va pas. Hors Coupe du Monde, ça va pas, vous l'aurez compris, et on l'a vu juste avant. En faisant le débrief du match mexicain avec Diego, la Corée du Sud a perdu 2-0 et ça rend tout tristoun notre Baptiste Morigal national de lucarne opposée. Il est plus que tristoun, Baptiste, il est colère. Il est colère parce que ce qu'il a vu de la Corée du Sud ne lui a pas plu du tout. Par où commencer?
Bah, on va commencer par le sélectionneur. C'est une cible que j'aime bien ces derniers temps, mais il continue à faire n'importe quoi en fait. Là, le match, il fallait pas le perdre parce que la Corée, bon, même sans être vraiment éliminée pour le moment, il fallait qu'elle gagne. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait une équipe bâtie pour aller gagner, et lui nous a encore sorti quelque chose d'assez bizarre. Donc il a bien mis son 4-4-2, ça c'est ce qu'il fallait faire. Mais alors après, sur les joueurs, personne n'a compris. Déjà, on avait Moon Sun-min qui était titulaire à la place de Lee Sung-woo. Alors j'aime bien le garçon, mais il n'a pas le niveau international. D'ailleurs, on l'a vu sur le match. Certes, il a beaucoup donné, il allait au pressing, mais quand il avait le ballon, c'était compliqué. Ensuite, Lee Jae-sung, je n'ai pas compris pourquoi il était positionné à côté de Son Heung-min. Il était beaucoup trop sur le terrain, il n'a pas touché assez de ballon, alors que c'est lui qui devait faire les différences, c'est lui le métronome de l'équipe. Et ensuite, c'est les changements du coach. Tu perds le match, tu es en train de perdre 1-0, non 2-0 même, c'est 2-0, et ton changement, tu sors un attaquant pour faire rentrer un milieu défensif, là, il faudra m'expliquer, je vois pas à quoi ça sert. Et ton dernier changement, tu sors ton latéral gauche pour en faire rentrer un autre. Je vois pas à quoi ça sert. Je suis désolé, mais là, moi, je comprends rien. Euh, Kim Min-woo ou Hong Chul, ça n'a rien changé sur le terrain. Si tu veux aller marquer un autre but, tu fais rentrer un attaquant, tu dégages ceux qui sont pas bons, c'est-à-dire Ki Sung-young qui a vraiment pas été bon aujourd'hui et qui n'a pas été bon contre la Suède. Alors, on va dire oui, c'est le capitaine, on peut pas le sortir. Mais au bout d'un moment, le capitaine, quand il fait n'importe quoi, quand il ralentit toutes les actions, quand il ne donne pas son ballon rapidement, quand il ne veut pas servir les joueurs qui sont bien placés, qui lancent des longs ballons loin devant, non, là, au bout d'un moment, c'est plus possible. La Corée du Sud ne peut pas jouer comme ça. Je critiquais Stilicke qui jouait comme ça. Shin Tae-yong joue comme ça, donc lui aussi, il est critiquable. Bref, c'était du n'importe quoi. Il y a eu une consigne, c'était d'avoir un bloc bas. Alors oui, je veux bien qu'on ait un bloc bas contre le Mexique pour empêcher de prendre la foudre, mais on n'est pas obligé non plus de marcher sur le terrain. On peut faire un minimum de pressing. Les Mexicains, même en menant 1-0, avaient un meilleur pressing que les Coréens. Il y avait aussi une consigne, c'était d'être agressif, mais agressif ne veut pas dire d'aller mettre des coups de latte à tout le monde avec 8 fautes en 15 minutes. L'arbitre était très gentil de mettre des cartons que très tard. Ça, je Bref, suis assez d'accord, ouais. c'était Les n'importe quoi. Coréens auraient pu être un petit peu plus sanctionnés. En effet, ils ont été coupables quand même de certains gestes un petit peu limite, voire violents. Écoute, bah oui, qu'on a vu, tu es très en colère, hein, et c'est vrai que la Corée a rendu une sale copie. Moi, j'ai envie de te rappeler qu'il reste un match tout de même. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce troisième match? Bah, franchement, je sais pas, parce que là, j'ai Contre même l'Allemagne, l'impression. contre l'Allemagne, on Ouais, le rappelle, hein. voilà. C'est contre l'Allemagne. L'Allemagne qui va devoir gagner. Donc, je pense que ça va partir en dérouillé. Je sais même pas ce que va faire Shin Tae-yong. Tu vois, il va encore peut-être nous sortir un truc. Je sais même pas. Franchement, je sais pas. Il y a des joueurs, franchement, ce soir, je suis plus triste pour certains joueurs parce qu'il y avait des joueurs comme Lee Jae-sung, Lee Sung-woo ou Wang Yi-shan qui étaient là pour montrer ce qu'ils valaient. Et à cause du coach qui ne les met pas dans les dans les bonnes conditions, ils n'ont pas pu montrer. Et surtout Lee Jae-sung, qui lui veut quitter la Corée pour aller jouer en Europe. Je me demande quel club va pouvoir dire aujourd'hui: ah ben il a fait une bonne Coupe du Monde, il est intéressant. Personne ne peut le dire parce que déjà il touche pas de ballon. Et quand il touche les ballons, bah, il tente des trucs, mais comme toute personne enfin, personne ne bouge, voilà, c'est une bouillie, ça ressemble à rien. Face à l'Allemagne, ça risque de finir en pugilat. Voilà, je pense que ça va être le barreau d'honneur de Shin Tae-yong Bon. avec la sélection. Après, on va noter que Son Heung-min, ouais, a mis un super but, mais C'est ce que j'allais dire. Je crois que j'ai dit 2-0. C'est 2-1, bien entendu. ouais, 2-1. Et il a mis un super but, mais ce but ne doit pas masquer sa performance. Il est trop égoïste. Il faut qu'il comprenne que ses coéquipiers sont là et qu'ils ont des capacités. Il n'est pas le seul à savoir courir vite, à être technique, à frapper fort. Les autres joueurs savent le faire. Il faut qu'il donne ses ballons. Alors, on va parler du but, le plus beau but de la Coupe du Monde, d'après Seedorf. Là, j'ai entendu. Ouais, c'est bien, sauf que la Corée a perdu et qu'il en est aussi responsable. Bon, Voilà. bien. Très bien. Bon, écoute, Baptiste, je te dis pas au revoir tout de suite parce qu'on se retrouve en deuxième partie de podcast pour faire un point sur le Japon. Ça marche? Ok, parfait. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Avant de passer à la suite, on envoie une petite pensée positive à Farouk Abdou, trop touché par le terrible revers tunisien pour s'exprimer aujourd'hui. On te comprend, on est avec toi Farouk. Une fois n'est pas coutume, point d'inside, point d'histoire du jour, mais un petit édito pour se rappeler que la Coupe du Monde c'est aussi le moment pour se montrer le plus accueillant envers celles et ceux qui s'ouvrent à notre sport. Admettez tout de même qu'au fond vous les aimez bien, ces gens-là. Vous savez bien, vos amis qui tous les 4 ans s'intéressent au ballon rond, et c'est d'ailleurs tout à leur honneur. S'ils zappent, en général, ce qui vous paraît presque un crime de lèse-majesté, la Ligue des Champions et la Coupe d'Europe des Nations, ce peuple de non-initiés se joint systématiquement à vous pour la grande messe mondiale. Alors attention, on ne parle pas ici des adeptes du football bashing, ni même du fameux footix, qui crache ses analyses vindicatives parsemées d'ignorance et de manque de recul, artiste quand il s'agit de retourner sa veste. On notera d'ailleurs que chez les amoureux du football, personne ne se considère objectivement comme un footix, un peu comme son proche cousin le beauf. C'est vrai ça, si on écoute bien les gens, personne n'est beauf, et personne n'est footix. Non, nous parlons ici de nos moldus, pour reprendre le terme de Madame Rowling, qui n'y connaissent pas grand-chose, qui en ont conscience et qui, le reste du temps, observent le sport dans sa grande diversité avec une différence de ruminants ferrovipates. Pourtant, voilà que chaque fois que le trophée doré de Silvio Gazzanig est remis en jeu, nos amis apparaissent, bière en main, drapeau peint sur les joues, emplis d'un enthousiasme rafraîchissant. Eh bien, ces amis sont les bienvenus. La Coupe du Monde est une fête pour tous, et nous nous devons de les accueillir à bras ouverts. Notre sport chéri pâtit déjà suffisamment de sa réputation d'activité abrutissante, vérolée par la violence et sclérosée par l'argent, pour que l'on se permette de regarder de travers ceux qui désirent s'y intéresser, même temporairement. La méconnaissance que ces gens ont du football est bien trop souvent accueillie avec hostilité, et c'est mal. Frères passionnés de balle au pied, soyez des guides bienveillants, sympathiques. Alors certes, ils vous agaceront parfois à coups de questions absurdes, de remarques dénuées de sens, voire profanes. Mais par pitié, ne vous fermez pas, ne levez pas les yeux au ciel en leur répondant comme s'ils eussent été de fiefés imbéciles. Ils sont par ailleurs peut-être bien plus fins que vous intellectuellement parlant, hein. Eh oui, si. Alors soufflez un bon coup, souriez et dirigez-les aimablement dans la direction qui vous paraît la bonne. Expliquez-leur calmement le pourquoi du comment. Rappelez-vous que s'il avait s'agi de vous-même, perdu dans une convention Star Wars, une manif écolo ou un colloque sur le maniérisme en Émilie-Romagne de 1539 à 1543, vous eussiez sans nul doute apprécié l'aide charitable d'un bon samaritain. Non, parce que, soyez honnête, dans les cas de figure cités plus avant, des sottises, vous pourriez en délivrer par cargo entier. Petite astuce en cas de défaite de votre équipe favorite, comme ça. Isolez-vous le plus rapidement possible en prenant soin de prévenir, si cela est possible, l'un de vos proches, une personne qui ne connaît que trop bien votre réaction dans le cas présent et qu'il ne faut venir vous parler sous aucun prétexte. En effet, vous le savez très bien, vous pourriez réagir avec une agressivité démente à une exposition trop précoce au poncif. Bah, ce n'est pas grave, c'est qu'un match de foot. C'est bon, c'est juste du sport. C'est la vie. Allez, fais pas la tronche, y a pas mort d'homme. On en passe et des plus crispantes. En ces instants douloureux, la solitude et surtout le silence seront vos meilleurs compagnons. Estimez congénères footballophiles, footballophages, soyez ouverts. Faites abstraction de l'aspect Léonard Hofstadter s'intéresse au sport et concédez-leur ces emballements systématiques et excessifs lorsque le ballon approche même inoffensivement à une trentaine de mètres de l'une ou l'autre des cages. Bref, faites une place aux goy du foot, invitez-les, partagez votre univers et surtout, montrez notre passion du ballon rond sous son meilleur jour. Il en a bien besoin. Voilà qui est dit, occupons-nous maintenant de nos oignons. On reprend Baptiste pour se pencher sur le Japon, qui se trouve à 90 minutes d'une éventuelle qualification que l'on n'attendait pas vraiment.
on retrouve Baptiste Montrégal pour cette fois-ci parler du voisin et gros rival de la Corée du Sud, le Japon. Les Blue Samurai qui vont jouer le Sénégal pour essayer de remporter 3 nouveaux points et valider leur ticket pour les huitièmes de finale. Le Sénégal qui lui également a remporté également, à la surprise générale d'ailleurs, c'est un peu le même profil, leur premier match. Le Japon c'était contre la Colombie, le Sénégal contre la Pologne. Le Japon va jouer le Sénégal de quelle manière ? Est-ce qu'il va y avoir des changements ? Est-ce qu'on aborde le Sénégal comme on aborde la Colombie, qui a priori était la favorite du groupe, ce que n'est pas le Sénégal ? Alors, donc je pense qu'il n'y aura pas de changement. J'ai pas vu de joueur qui méritait d'être changé sur le premier match face à la Colombie. Alors certes, c'est une approche différente parce que les Colombiens, on va plus les attendre sur le côté technique, et donc l'équipe a été, côté technique, en mouvement, du jeu en passe, donc l'équipe a été mise en place pour rivaliser sur ce plan-là. Les Sénégalais, je pense les Japonais vont plus les voir dans l'impact physique, vitesse et physique. Alors, est-ce qu'il va changer quelque chose ? Alors, je pense pas. Moi, franchement, je changerai pas. L'équipe a gagné, les mecs ont la confiance, il faut pas changer. Surtout que c'est un match très important parce que le Sénégal ayant aussi gagné, il faudrait éviter d'avoir une défaite. Donc même un match nul, ça serait plutôt bien pour ensuite tout jouer face à la Pologne. Mais éviter une défaite parce que face à la Pologne, derrière, ça risque d'être très très compliqué de se dire là, on est obligé de gagner. Donc voilà où est le Japon. Il est entre deux eaux, avoir de la confiance, mais aussi essayer de ne pas perdre ce match et essayer de capitaliser sur la confiance obtenue face à la Colombie. Ça sera plus dur parce que je pense pas que le Sénégal va se retrouver à 10 après 3 minutes de jeu. Donc on va vraiment voir on va vraiment voir ce que vaut le Japon demain face au Sénégal dans un match qui risque d'être très intéressant. D'accord. Et rapidement, est-ce que tu sais par hasard comment les Japonais abordent ce second match ? Est-ce qu'on a confiance pour le coup cette fois en la sélection, une confiance qui faisait un petit peu défaut au début de Coupe du Monde à cause des changements d'entraîneur ? Là, la confiance, elle est bien montée parce que personne s'y attendait. Donc eux, ils ont commencé à prendre confiance, ils commencent à y croire. Mais après, ils savent, ils sont pas dupes, ils savent très bien que ça va être le premier vrai test où on va voir le Japon face à une équipe qui va être à 11. Donc ils ont la confiance, mais ils savent aussi que c'est là que le Japon va devoir montrer sa réelle valeur. Et si ça se passe très bien, alors là, pour le coup, il y aura grosse confiance. Tout le monde va se dire le Japon, de toute façon, le Japon peut sortir du groupe, peut aller peut-être pas très loin, mais peut faire une belle Coupe du Monde dans les standards asiatiques, c'est-à-dire un huitième de finale et pourquoi pas sur un malentendu, un quart de finale. Très bien. Écoute, gageons que le Japon ne subisse pas le même sort que la Corée du Sud, mais on ne reviendra pas dessus. Tu as suffisamment souffert, on espère que le Japon te donnera un petit peu plus d'émotion. Merci beaucoup Baptiste, et puis on se retrouve demain pour faire un petit point sur ce match des Blue Samurai. Salut à tous et à demain. L'adversaire des Samouraïs bleus, le Sénégal, est également l'une des sympathiques surprises de ce mondial. On retrouve Pierre-Marie Gosselin qui lui aussi tire son chapeau au lion de la Teranga. Bonjour Pierre-Marie, comment vas-tu ? Bonjour Simon, écoute, ça va toujours plutôt pas mal. Alors, on est reparti aujourd'hui pour parler cette fois du Sénégal avec toi, après le Nigeria, etc. Voilà, aujourd'hui on va parler du Sénégal qui jouera son deuxième match contre le Japon. On l'a vu juste avant en briefant le Japon avec Baptiste. Le Sénégal, comme le Japon, est en confiance, ils ont gagné leur premier match. Pour toi, ça reste une surprise parce que c'est vrai que quand on se souvient des anciennes émissions pré-Coupe du Monde, tu n'étais pas forcément charmé par ce Sénégal, tu t'attendais à quelque chose de beaucoup moins construit, de beaucoup moins travaillé. Tu es surpris et tu voulais faire une sorte de mea culpa. Ouais, effectivement, même s'ils ont fait une demi-finale de la dernière CAN, où ils ont quand même une équipe super avec des super joueurs, j'avais du mal à m'attacher à cette équipe. Tu vois, ils ont pas un véritable style de jeu, ils ont pas un style qui leur soit propre. Du coup, tu sais pas tellement à quoi t'attendre d'un match sur l'autre. Et puis, un petit peu comme l'équipe de France d'ailleurs. Mais au final, il y a quand même
un véritable esprit de groupe qui se dégage de cette équipe-là. Et pendant le premier match, ils ont démontré qu'on pouvait compter sur eux et qu'ils étaient prêts. On sent qu'ils sont en mode compétition, quoi. On a vu aucune erreur de concentration. En défense, c'était pas loin d'être. Enfin, c'était vraiment bien. Et puis ils ont affiché de l'audace. Donc quand même, c'était à souligner. Et ça peut devenir, pourquoi pas, un outsider de cette Coupe du Monde. Oui, je pense aussi, hein, ils ont montré quelque chose de très très bien. En plus du Nigeria, le Sénégal est maintenant l'un des derniers espoirs du continent africain. On a vu dans l'un des précédents podcasts que l'Iran avait une certaine conscience continentale, c'est-à-dire qu'il avait conscience de représenter le continent asiatique dans cette Coupe du Monde. Est-ce que le Sénégal, et d'ailleurs forcément le Nigeria, mais le Sénégal en tout cas a cette sorte de conscience continentale? Est-ce que il y a une sorte de cohésion continentale derrière les équipes africaines et du coup derrière le Sénégal? Ouais, complètement. En plus, le coach le dit, il reçoit des messages de félicitations à la fin du premier match. Il disait qu'il a reçu des messages de félicitations de tous les pays, que c'est vraiment toute l'Afrique qui est derrière eux. C'est pas non plus tellement innocent parce que c'est vrai que outre le fait que ce soit le dernier représentant, enfin le dernier représentant avec le Nigeria de l'Afrique à pouvoir jouer quelque chose, ils ont quand même aussi les médias derrière eux avec RFI et Canal+ Afrique, qui sont présents en Afrique francophone, et donc ils mettent forcément le doigt sur le Sénégal qui est le dernier représentant francophone. Donc ça permet aussi de faire monter la température sur tout le continent, et crois-moi, je pense que les joueurs sont conscients qu'ils portent plus que les espoirs du pays, mais bien ceux de tout le continent. Oui, donc quand même une grosse charge sur les épaules. Espérons que Sadio Mané ait les épaules assez larges pour ça. Alors, pour terminer, avant ce match contre le Japon, est-ce que Aliou Cissé va procéder à des changements? C'est pas évident. Il y avait quand même quelques petites surprises entre guillemets dans la première compo avec Diouf qui était titulaire en pointe, Cheikhou Kouyaté qui n'était pas là alors que c'était lui l'habituel capitaine qui a laissé sa place à Alfred Ndiaye. On peut dire aussi dans un degré moindre Salif Sané en défense centrale parce que il y avait le défenseur titulaire Karambodji qui joue en Belgique à Anderlecht qui est très bon mais qui s'est blessé au genou n'a pas pu, il doit faire son retour sur la Coupe du Monde, donc c'est pas évident. Donc Salif Sané, c'est quand même un peu moins surprenant. Mais il y a quand même, par exemple, un joueur comme Keita Baldé, on pouvait s'attendre à le voir, au moins s'il n'est pas titulaire, rentrer en jeu. Il n'est même pas rentré en jeu dans le premier match. Donc le coach a quand même des possibilités de changer. Mais bon, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc j'ai du mal à imaginer qu'il fasse des modifications dans son 11 après la victoire inaugurale. Et pour terminer, vraiment terminer, le gardien, Ndiaye, a une particularité. Est-ce que tu peux nous rappeler laquelle? Ouais, c'est quand même le seul représentant du football africain, du foot continental. C'est le seul joueur pour l'instant qui joue, hormis bien sûr les Égyptiens, mais dans toute l'Afrique subsaharienne, c'est le seul joueur qui joue par exemple la Ligue des Champions, qui joue dans un championnat local et qui est sur le terrain. Donc Kadim Ndiaye du Oroya Athletic Club de Conakry qu'on suit avec attention dans les podcasts, et voilà, c'est l'occasion de lui faire un petit clin d'œil parce que il risque d'être titulaire pendant toute la Coupe du Monde. Oui, ça sonne, que tu le dis, hein, qu'on entend le Oroya, Conakry, etc. Ça nous rappelle nos podcasts Efrikia, que l'on retrouvera après la Coupe du Monde et après mes vacances, hein, quand même. Écoute, merci beaucoup Pierre-Marie, on se retrouve demain pour débriefer ce match du Sénégal, des Lions de la Teranga. Avec grand plaisir. Terminons aujourd'hui par le Panama, la belle histoire de cette Coupe du Monde qui ne demande qu'à être encore plus belle encore. On accueille Nicolas Cougo pour le point Canaleros. Bonjour Nico, comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Ça va bien, ça va très bien également. Très beau Belo Horizonte, on en profite, et pourtant c'est l'hiver. Et peut-être qu'il fait beau également au Panama, le Panama qui espère... Enfin, je ne sais pas, tiens... ça va être ma première question. Voilà, c'était justement ma première question. Le Panama qui a perdu sur un large score son premier match, et à peu près logiquement contre la Belgique, et qui va recevoir maintenant l'Angleterre, le deuxième ogre de son groupe. Et la question est donc, qu'est-ce qu'espère le Panama? Qu'est-ce que peut espérer le Panama? Alors si on les écoute, et ils ont des motifs d'être assez satisfaits. Alors je sais que ça peut paraître paradoxal d'être satisfait d'un 3-0, mais il y a le contenu.
le contenu, et ils ont pas mal insisté dessus, que ce soit Boyo Gomez ou le sélectionneur, pardon, et plusieurs joueurs en interview à la fin du match et dans les jours qui ont suivi. Ils ont insisté sur le côté positif de cette défaite par rapport au contenu. Ils ont tenu 45 minutes. Ils ont montré qu'ils étaient capables de rester concentrés, de rester organisés. Voilà, c'était le mot que je cherchais, organisés, tactiquement cohérents. Et ils ont surtout vu qu'ils se sont créés des situations, qu'ils ont perdu 3-0, mais Hernan Dario Gomez l'a clairement dit, et il a dit l'avoir dit à ses joueurs, ça fait beaucoup de dit, mais c'est pas grave, que son équipe aurait très bien pu perdre 3-1, 3-2. Ils ont eu les situations pour réduire le score. Et ils ont beaucoup insisté là-dessus. Et du coup, dans quel état d'esprit ils sont pour aborder l'Angleterre? Eh bien, tout simplement, Bolillo Gomez l'a dit, on y va pour gagner. Donc, au moins, il y va pas par quatre chemins. Ils vont chercher à essayer de battre l'Angleterre. Et écoute, pourquoi pas? Ils y croient en tout cas, hein. Il y a eu des déclarations de quelques joueurs qui ont dit il faut que l'on croie en nous, il faut que l'on croie que c'est possible de faire quelque chose. Et je suis totalement d'accord avec malgré le score contre la Belgique. Somme toute, l'Angleterre a pas mal capoté contre la Tunisie offensivement et aurait très probablement dû l'emporter sur un score bien plus large également. Est-ce qu'ils y croient, ils ont de l'espoir, mais est-ce que toi, tu crois que cet espoir est permis? C'est l'Angleterre, hein, quand même. Ils sont solides, les Anglais. Mais d'ailleurs, Dario Gomez l'a dit aussi, hein, que l'Angleterre, c'était quand même quelque chose. Enfin voilà, c'était c'est une grande nation avec que des grands joueurs. Est-ce que personnellement j'y crois? Je ne vais pas changer mon état d'esprit par rapport à tout ce qu'on a dit sur Panama, tout ce que j'ai pu dire ou écrire sur Panama. L'objectif, c'est qu'ils puissent partir la tête haute de cette compétition, qu'ils puissent aussi montrer qu'ils sont capables de produire du jeu, contrairement à ce qu'on a entendu dans certains médias, même pendant le match face à la Belgique. Je ne vais pas trop relever là-dessus, mais bon, il y a eu des trucs assez scandaleux. Voilà, ils sont assez contents de leur premier match. Je trouvais le contenu de leur premier match assez satisfaisant parce que, évidemment, qu'il y a une différence de niveau entre la Belgique et le Panama. Il n'y a pas besoin d'être bac plus 12 en football pour le savoir. Il va y avoir une différence de niveau normalement avec l'Angleterre. Hernan Dario Gomez a aussi insisté sur le fait et rappelé, bien insisté, que, entre guillemets, cette équipe-là, son football à ce niveau-là, est jeune. Donc, est-ce que je crois qu'ils vont pouvoir battre l'Angleterre? Non. Par contre, je pense qu'ils sont capables de mettre un but à l'Angleterre. Oui. D'accord. Et du coup, j'ai envie de reprendre un proverbe, mais de l'adapter au Panama. On ne change pas une équipe qui gagne, mais est-ce qu'on change une équipe qui perd, mais dont on est content du contenu? On la change pas. Hernan Dario Gomez a annoncé exactement le même 11. Malgré tout ce que l'on a un peu pu lire à gauche à droite, notamment avec l'histoire d'Edgar Barcenas qui a été vu après le lendemain du match à l'entraînement au terme d'une discussion avec son sélectionneur où il a fondu en larmes. On ne sait absolument pas ce qu'ils se sont dit. Il y a eu plusieurs, articles, surtout dans les presses étrangères, essayant d'expliquer que Dario Gomez avait reproché des choses à Barcenas. Le sélectionneur a nié. On repart avec exactement le même 11 qui a joué contre la Belgique, qui a donné aussi satisfaction, hein, j'ai envie de dire. On l'a tous vu, hein, ils ont été intéressants. Et donc, écoute, on va voir si, quand on ne change pas une équipe qui perd, elle peut obtenir un résultat. Mais je rappelle, un résultat pour Panama, déjà, ça sera de marquer un but dans cette Coupe du Monde. On l'avait dit, on espère pour eux, en effet, que le Panama arrivera à célébrer un but, arrivera à participer pleinement à cette fête qu'est la Coupe du Monde. Oh, que c'est beau. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Nicolas. Et on se retrouve demain pour te débriefer le match du Panama. Et ben, ça marche. À plus, Simon. Vous connaissez maintenant notre petite routine. Voici le récap de la veille. Dans le groupe F, le Mexique prend une sérieuse option sur les huitièmes grâce à sa victoire 2-1 sur la Corée du Sud, pendant que l'Allemagne arrache une victoire dans les dernières secondes face à la Suède sur le même score. Mexico 6 points, Deutschland et Suède 3 points, Corée du Sud 0 points. Dans le premier match du groupe G, la Belgique roule sur la Tunisie, 5-2. En attendant la rencontre entre l'Angleterre et le Panama, les Diables Rouges s'emparent seuls de la tête du groupe avec 6 points, tandis que les Aigles de Carthage espéreront une victoire des Panaméens pour ne pas dire au revoir au Mondial.
Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 10e épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. La VO du jour est celle de Cristian Martinoli sur le second but aztèque avec un goal à n'en plus finir. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce mondial russe. Salut les amis. Lozano, ya pasó Lozano, 3 contra 2, se acaba el partido, 3 contra 2, 3 contra 2, Hernández, 3 contra 2, 3 contra 2, 3 contra 2, ¡gol! ¡Gol! ¡México! Gol 50 de Hernández como seleccionado nacional y lo hace contra Corea. Cuarto gol en Copas del Mundo, empatando a Luis Hernández en el contragolpe feroz por parte de Lozano, que tenía por la derecha a Vela, que aguantó con todo y la dejó para Hernández, que hace un recorte genial y define ante el guardameta Yo. México le está ganando a Corea a los 65 minutos. 2-0 en Rostov y está tratando de amarrar primer lugar de grupo con esta gran anotación mexicana en el contragolpe de Lozano y en la definición de Hernández.